Chers collègues, nous allons écouter le rapport de M. Corentin Le Fur sur la proposition de loi numéro 753 visant à exclure les heures supplémentaires du calcul du revenu fiscal de référence que le groupe Droite républicaine a inscrit comme quatrième texte à l'ordre du jour de la journée qui lui est réservée le jeudi 6 février prochain. Monsieur Corentin Le Fur, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi de défendre cette proposition de loi qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment je l'ai mûrie au contact des habitants de ma circonscription, et c'est avant tout pour eux que je l'ai pensée. Pour les ouvriers de l'agroalimentaire qui bossent à l'usine ou en abattoir, pour les salariés agricoles, pour les aides-soignantes, pour les aides à domicile, pour les artisans du bâtiment, pour les AESH, pour tous ceux qui, par leur travail, font tourner le pays. J'ai la chance d'avoir une circonscription populaire, qui est rurale, agricole et ouvrière. Une circonscription où on a de belles entreprises, et donc un territoire où il y a de l'emploi, mais ce sont des métiers difficiles et qui offrent des petits salaires. Chez moi vivent des Bretons qui savent ce que travailler veut dire, qui savent ce que c'est que se lever aux aurores ou en pleine nuit parce qu'ils font les 2-8 ou les 3-8, qui connaissent le prix de l'effort et du mérite et qui le payent parfois, hélas, au prix fort avec des troubles du muscle et du squelette. Mais cette France modeste et besogneuse, elle constate que travailler ne rapporte pas assez ou que travailler plus revient souvent à payer plus. Tous les jours, nos concitoyens nous le disent, ils ont le sentiment, à tort ou à raison, d'entretenir ceux qui ne travaillent pas, voire parfois qui ne veulent pas travailler. Et ils ont aussi le sentiment que parce qu'ils travaillent, les aides sont toujours pour les autres et jamais pour eux. Je suis très attaché à la solidarité, c'est vraiment l'honneur de la France, et c'est ce que notre société offre de plus noble. On peut tous avoir des accidents de la vie, des coups durs, des moments de chômage, et c'est justement pour ça que la solidarité sert. Mais je fais une grande différence entre la solidarité et l'assistanat, et de mon point de vue, justement, précisément pour préserver la solidarité et sauver notre modèle social, nous devons combattre l'assistanat en faisant en sorte que le revenu de travail rapporte nettement plus que les revenus de l'assistance. Et c'est tout l'objet du travail de cette proposition de loi proposée par la droite républicaine, qui a un double objectif, mieux rémunérer le travail, et deuxièmement, encourager les heures supplémentaires. Car dans ma circonscription de Loudéac-Lamballe, comme un peu partout en France, les entreprises peinent souvent à recruter. Elles me le disent tous les jours, elles doivent vous le dire aussi tous les jours. Que ce soit pour des boulots à l'usine, dans la restauration, à l'hôpital ou en EHPAD, le système tient donc souvent grâce aux heures supplémentaires qui répondent à un besoin des entreprises et qui augmentent le pouvoir d'achat des familles. Bien souvent, ce sont les heures sup qui vont payer les vacances d'été ou qui permettent aux familles d'accumuler un petit pécule qui va permettre de payer les études des enfants ou le permis de conduire. Et aujourd'hui, plus de la moitié des salariés les plus modestes effectuent des heures supplémentaires. Et ce sont les ouvriers pour qui la part des heures supplémentaires dans la rémunération totale est la plus importante. Et quand on regarde, c'est même les secteurs de la restauration, du bâtiment et à l'usine que l'on compte le plus grand nombre de salariés qui effectuent des heures sup. Ces heures supplémentaires, elles ont été défiscalisées par le précédent gouvernement et c'était une bonne mesure que je salue. C'est un bon signal parce qu'en effet, elle aurait fait en sorte que sinon certaines personnes qui faisaient des heures supplémentaires basculaient dans l'impôt sur le revenu. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que la grande majorité de ceux qui effectuent des heures supplémentaires se situent dans les premiers déciles de revenus. Ce sont donc des Français qui souvent ne sont pas imposables, ou bien qui payent peu d'impôts. Et surtout, ces heures supplémentaires ne sont pas neutres, car les revenus tirés de ces heures supplémentaires, bien que défiscalisés, sont inscrits dans ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence. Et ce revenu fiscal de référence, il vient conditionner la quasi-totalité des aides et des prestations sociales de notre pays. Ça va du tarif à la cantine, au coût de la place en crèche, en passant par les critères d'accès au logement social, les aides à la rénovation thermique, ou les primes à la conversion vers un véhicule propre, et même l'éligibilité à une bourse scolaire ou un livret d'épargne populaire. Tout notre système d'aide sociale et de prestations repose sur le revenu fiscal de référence, qui constitue de fait un impôt déguisé, un impôt d'autant plus injuste qu'il vient frapper en premier lieu les revenus modestes et ceux qui travaillent. Tout cela fait en sorte que beaucoup de familles qui ont le malheur parfois d'accepter des heures supplémentaires constatent que cela se révèle désavantageux financièrement, alors même que ces heures supplémentaires se font parfois au détriment de la vie personnelle. Permettez-moi d'être un peu plus concret pour vous montrer la situation. Prenez l'exemple d'une maman, Jessica, qui élève seule sa fille. Elle est ouvrière dans un abattoir et elle touche 22 500 € l'an dernier, dont 3 303 € proviennent des heures sup. Actuellement, ces heures supplémentaires l'empêchent de percevoir des bourses au lycée pour sa fille, donc c'est 474 € par an dont elle ne bénéficie plus. Ça l'empêche également de bénéficier de l'aide juridictionnelle
et donc d'une prise en charge des frais de justice dont elle doit s'acquitter dans la procédure contre son ex-mari. Ça l'empêche aussi de pouvoir prétendre aux aides financières de sa commune, de la commune dans laquelle elle réside, qui devaient permettre l'incitation à des mobilités propres. Et donc là encore, elle n'a plus le droit à une aide qui peut aller jusqu'à 450 €. Mis bout à bout, elle va donc perdre autant, voire plus, que les 3 000 € de ce qu'elle a touché en heures supplémentaires. D'où cette injustice. Autre exemple, un couple dont le mari est carreleur et la femme fait des ménages s'est rendu compte qu'il n'avait pas intérêt à accepter des heures supplémentaires, car pour gagner quelques centaines d'euros de plus, il ne serait plus éligible au logement social dont ils ont fait la demande. Résultat des courses, ils vont refuser ces heures supplémentaires ou être tentés de les faire au noir. Je citerai d'autres exemples, mais je vais conclure. Mais tous ces exemples pour vous montrer l'intérêt de cette proposition de loi, parce qu'on doit faire en sorte que pour ces personnes-là, ce qu'ils gagnent d'une main, ils ne doivent pas le perdre d'une autre. Donc il faut qu'on agisse sur ce sujet pour faire en sorte que travailler plus ne rime plus avec payer plus ou avoir le droit à moins. Nous devons collectivement voter cette PPL pour exclure les heures supplémentaires du calcul du revenu fiscal de référence. Et je salue le travail constructif et les amendements notamment du groupe Renaissance, EPR, pardon, qui permettent d'encadrer cette PPL pour la rendre moins coûteuse. Donc je salue ces amendements pour lesquels je donnerai un avis favorable. Et donc j'espère que par ce travail en commun, nous arriverons à voter cette PPL. Je vous remercie. Bien, merci Corentin Le Fur. Juste une petite réaction assez courte de ma part. Bon, ça ne vous étonnera pas, je serai opposé à cette proposition, mais je voudrais reprendre les éléments que vous avez utilisés pour la justifier. Il y en a un qui, vous commencez en disant quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord. Vous dites le travail ne rapporte pas assez. Je suis absolument d'accord avec cette assertion. Après, vous le comparez par rapport à ce que vous appelez l'assistanat, qui voudrait dire quelque part que ceux qui travaillent finalement payent cet assistanat. Bon, moi je regarderais de l'autre côté de l'échelle, si vous voulez, c'est-à-dire ceux qui profitent du travail produit pour un moment donné, et c'est quand même ce qui se développe depuis quelques années de manière toujours plus importante, profiter d'une rente qui n'est pas assise sur leur travail, mais uniquement sur les actions qu'ils possèdent. Bon, mais je pense qu'on a tous les deux une approche un peu différente là-dessus. Donc, j'ai pas la même critique que vous. Par contre, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il est important que non seulement le travail rapporte plus, mais qu'effectivement ceux qui travaillent, non pas en baissant les revenus de ce que vous appelez d'assistance, qui sont pour moi des solidarités sociales, mais payent quelque part, profitent un peu plus de leur travail. Mais là se séparent nos analyses. Parce que moi, je crois que le problème, c'est que le travail n'est pas assez payé. Ce n'est pas le fait de travailler plus. Vous dites très justement, vous parlez de gens qui sont dans la restauration, le bâtiment, l'usine, vous dites ils ont déjà des troubles importants, etc., avec leur travail. Et vous proposez qu'ils travaillent encore plus. Bon, moi, je propose que ces gens-là aient des salaires plus importants. Et c'est d'autant plus vrai qu'on observe que la part des salaires, notamment sur le pouvoir d'achat de ce pays, diminue depuis 2017. Donc le problème, c'est que les salaires ne sont pas assez payés. Donc moi, je dis oui à toute loi qui proposera d'une manière ou d'une autre d'augmenter les salaires, notamment pour les catégories de la population dont vous parlez, mais de faire en sorte qu'en réalité, la solution soit qu'ils travaillent plus, donc qu'ils s'épuisent encore plus par rapport à des tâches que vous avez vous-même définies, et vous avez raison, comme épuisantes. Je crois que ce n'est pas ça la solution. Voilà. D'autant plus que là, vous mettez en plus le doigt sur autre chose, c'est que vous dites en gros, on va créer des heures fantômes. Alors, il n'y a plus de cotisations. Bon, les cotisations, je vous rappelle que c'est pour nous un salaire différé, donc c'est la part socialisée des salaires. Donc vous enlevez quelque part, en enlevant les cotisations, une part du salaire des gens qui permet des mécanismes de solidarité. Mais je vous rappelle qu'en plus, ces heures fantômes, elles vont bénéficier d'abord aux cadres, parce que c'est chez les cadres où il y a beaucoup plus d'heures supplémentaires. Autrement dit, vous allez faire une proposition pour les ouvriers du bâtiment, d'usine, etc., mais qui va d'abord profiter, avant tout, à ceux qui, j'allais dire, sont un peu plus aisés, sans en faire pour autant des privilégiés. Donc en fait, c'est pas la cible prioritaire que vous pointez n'est pas celle qui va être touchée par la réforme que vous proposez. Et enfin, dernier point, bon, l'idée de faire en sorte que les gens, chaque personne travaille plus,
dans un contexte, dont j'ai déjà dit la critique que je portais à ça par rapport à la question des salaires, mais dans un contexte de remontée du chômage. Je vous rappelle qu'au 4e trimestre 2024, on a la plus forte augmentation de la décennie sur les catégories A, à plus de 3% d'augmentation. On prévoit plus de 8,5%. J'allais dire que ce n'est pas non plus une très bonne, à mon avis, solution pour permettre à ceux qui sont privés d'emploi de revenir au travail. Donc je pense que de proposer à ceux qui en ont de travailler plus pour gagner plus. Voilà, encore une fois, oui, il y a des lois qui permettent d'augmenter les salaires, non à des lois qui permettent de recourir davantage aux heures supplémentaires au détriment, à mon avis, de la collectivité, y compris de ceux qui, en définitive, seraient obligés d'y avoir recours. Monsieur le rapporteur général, là, il n'est pas là, donc on va commencer directement avec Sophie Laurence Roy. Oui, non, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. Rapidement, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, juste une petite différence d'analyse. Les heures sup profitent justement plus aux plus petits salaires et aux non-cadres. Moi, les chiffres que j'ai, c'est que la moitié des ouvriers, par exemple, font des heures supplémentaires, alors que c'est qu'un tiers des cadres. Et pour répondre, en effet, à l'écueil que vous avez évoqué, que cette mesure, elle est vraiment ciblée sur la France modeste, ceux qui travaillent et qui ont des petits salaires. C'est vraiment pour cela que cette mesure est proposée. Et c'est pour cela que je donnerai un avis favorable à l'amendement de Mathieu Lefèvre et du groupe EPR, justement pour caper cette mesure et pour fixer un seuil de référence minimal. Donc j'ai compris cet écueil et j'y apporterai cette réponse. Pour autant, moi, ce que je constate, alors c'est peut-être plus en effet le prisme de ma circonscription, mais on a un taux de chômage assez faible et on doit s'en réjouir. En revanche, vous l'avez dit, on a des métiers difficiles et donc les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, souvent n'arrivent pas à recruter. Ils n'arrivent pas à recruter en usine, ils n'arrivent pas à recruter dans la restauration, ils n'arrivent pas à recruter même dans les EHPAD ou à l'hôpital chez les aides-soignantes. C'est une vraie difficulté de recrutement. Alors évidemment qu'il faut y apporter une réponse globale et que tout ce qui peut contribuer à augmenter les salaires, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas évidemment que ça nuise à la compétitivité des entreprises qui souvent ne peuvent pas se permettre. Donc les heures supplémentaires permettent ça. Et moi je pense au contraire qu'en ayant un système plus favorable pour les heures supplémentaires, on va favoriser, on va aider ceux qui acceptent de travailler un peu plus. Donc c'est vraiment tout l'objet de cette proposition-là. Merci, Quentin. La parole donc est à Sophie Laurence Roy pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le revenu fiscal de référence est utilisé pour déterminer, comme vous l'avez expliqué, l'éligibilité à certaines aides ou avantages fiscaux, la prime d'activité, les tarifs sociaux, certaines exonérations. Les intérêts des livrets réglementés tels que le livret A, le LDDS et le livret d'épargne populaire sont déjà exclus du RFR. Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés et fonctionnaires aux 35 heures, c'est-à-dire les plus modestes. Quant à l'effet de seuil, il ne concerne pas les cadres. Alors, inclure au RFR le supplément de salaire fait perdre aux salariés les plus modestes ou aux fonctionnaires les plus modestes les avantages sociaux, les bourses, une augmentation de tarifs de certains services comme la crèche ou la cantine de leurs enfants, et ce n'est pas acceptable. Cette proposition de loi est un levier pour le pouvoir d'achat. Ici, nous savons que la baisse de consommation participe à la situation catastrophique des finances de l'État. Nous devons encourager et soutenir par tous les moyens ceux qui veulent travailler plus. Les heures supplémentaires ne sont pas seulement un outil pour les employeurs, elles sont aussi une réponse immédiate et directe pour des millions de foyers. En protégeant les heures supplémentaires, nous renforçons le travail, nous augmentons la productivité des entreprises et nous encourageons une dynamique économique bénéfique pour tout le pays. Les recettes fiscales à long terme, générées par une société qui travaille plus et mieux, compenseront largement. Mes chers collègues, ce texte porte aussi en lui une force politique. Il rassemble, il dépasse les clivages idéologiques en se concentrant sur une priorité qui devrait être une priorité nationale, celle de récompenser l'effort.
Voter ce texte, c'est défendre et encourager les travailleurs, c'est leur dire que nous refusons qu'ils soient pénalisés de quelque façon que ce soit pour avoir choisi de travailler plus. Et le Rassemblement national, qui soutient toujours tout texte qui va dans le sens du pouvoir d'achat des Français, soutient donc évidemment celui-ci. Merci. Je vous remercie. Ensemble pour la République, qui prend la parole? Merci, Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, nous, on souhaite saluer l'intention de Corentin Le Fur, qui souhaite revaloriser le travail. C'est ce à quoi on s'attelle autour de Gabriel Attal, notamment avec les travaux qui sont en lien avec la désmicardisation. Il n'est pas normal que pour gagner 100 € de plus, un employeur doive verser 400 € de plus aujourd'hui. On a en revanche, et Monsieur le rapporteur le sait, des inquiétudes sur le coût de cette proposition de loi. On sait à quel point nos finances publiques sont dans un état contraint pour cette année. Par conséquent, on vous proposera 2 amendements pour en limiter l'impact sur les finances publiques. Je rappelle que les heures supplémentaires bénéficient d'ores et déjà d'un régime à la fois social et fiscal tout à fait favorable, que l'on doit d'ailleurs à l'ancienne majorité, que l'on doit également récemment à la précédente majorité, s'agissant du relèvement de 5 000 € à 7 500 € du plafond. Mais je pense qu'il faut aussi bien mesurer les effets en cascade qu'a votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, y compris, je lis, pour les collectivités territoriales, parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont impactées, qui vont contraindre les collectivités territoriales à dépenser plus. Je ne sais pas si, de ce point de vue, vous pouvez nous éclairer. Et enfin, il y a un risque juridique, me semble-t-il, dans cette proposition de loi. D'abord parce que, au fond, assez peu de revenus sont exclus du revenu fiscal de référence, logiquement. Et deuxièmement, parce qu'à salaire identique, 2 salariés risquent d'être imposés de façon différente, suivant qu'ils aient ou non utilisé des heures supplémentaires. Donc, en résumé, nous saluons l'intention, nous la partageons. Il faut renforcer cet outil que sont les heures supplémentaires, mais on a une interrogation à la fois financière sur le coût de cette mesure et juridique au plan de l'égalité entre nos concitoyens devant l'impôt. Merci, Mathieu Lefebvre. Muriel Levrault, à qui je souhaite la bienvenue dans cette commission pour la France insoumise. Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi du groupe Droite républicaine est le symbole même du sarkozysme qui a fait la démonstration de son échec. Vous avouez vous-même que travailler plus pour gagner plus ne suffit pas. Mais vous vous entêtez. Vous continuez à promouvoir les heures supplémentaires plutôt que l'augmentation des salaires et le partage du temps de travail. Vous oubliez que faire des heures supplémentaires, c'est moins de temps pour voir ses enfants, moins de temps pour se reposer, moins de temps pour les loisirs. Cette mesure crée une illusion d'équité en favorisant les heures supplémentaires, mais elle aggrave en réalité les inégalités sociales. Les personnes les plus précaires, souvent en CDD ou à temps partiel, souvent exclues des dispositifs permettant de faire des heures supplémentaires, les AESH par exemple, ne bénéficieront pas de votre proposition. En valorisant toujours plus les revenus issus du surtravail, il s'agit de promouvoir une vision individualiste où chacun serait responsable de sa propre réussite et de discréditer l'idée même de solidarité collective. Notre réponse est simple, partage des richesses, partage du temps de travail. Plutôt que de continuer à vouloir que les gens meurent au travail en s'usant dans des heures supplémentaires, défendez avec nous l'augmentation du SMIC à 1 600 € net mensuels, l'échelle mobile des salaires, l'indexation des prestations sociales sur l'inflation et l'application réelle des 35 heures hebdomadaires. Ces fameuses 35 heures hebdomadaires que vous décriez tant et qui ont pourtant permis, selon un rapport de l'IGAS, la création d'au moins 300 000 emplois en France entre 2000 et 2002. Finalement, cette réforme est un leurre. Vous prétendez lutter contre l'assistanat, mais vous augmentez le nombre d'ayants droit. Nous examinerons d'ailleurs une demande de rapport sur le coût de cette mesure. Vous prétendez défendre les plus précaires, mais vous augmentez le nombre de chômeurs en favorisant les heures supplémentaires. Et vous augmentez le temps de travail de ceux qui travaillent déjà dur, notamment les ouvriers de l'agroalimentaire. Au final, vous détruisez des emplois. Vous vous délectez du chômage de masse, en fait. C'est pour toutes ces raisons que nous avons déposé un amendement de suppression de l'article 1 et que nous voterons contre cette proposition en l'état. Je vous remercie. Merci. Qui pour le groupe socialiste, pardon, même pas en tête. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je ne vous le cache pas, ce texte nous pose un problème. Nous défendons de longue date la réduction du temps de travail pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, pour une meilleure répartition du travail parmi les actifs et contre le chômage. Et nous l'avons défendu à partir de plusieurs dispositifs, que ce soit l'extension des congés payés, mais aussi l'âge de la retraite ou les 35 heures.
Ce texte s'inscrit dans un mouvement clair, la désocialisation des heures supplémentaires, un mouvement initié par Nicolas Sarkozy. Vous le présentez comme un complément de revenus pertinent pour celles et ceux qui n'auraient pas de revenus suffisants. Pour notre part, et je ne pense pas vous surprendre, nous pensons que le travail doit être payé à sa juste valeur et qu'une semaine normale de travail devrait permettre de vivre correctement sans avoir besoin de faire des heures supplémentaires ni avoir recours à des aides. Et pourtant, la réalité s'impose aussi à nous. Les salaires ne sont plus suffisants et ça s'est particulièrement accentué depuis ces 7 dernières années. Le pouvoir d'achat a stagné, voire baissé pour 80% des Français les moins riches, tandis que 1% ont gagné 10 à 20 fois plus que les bas revenus. Les dépenses contraintes ont augmenté et près d'un Français sur 7 est en situation de privation matérielle selon l'INSEE. Alors ce texte pourra permettre à un certain nombre de Français à la fois de répondre à la question des seuils dont vous avez parlé tout à l'heure ou d'avoir accès à des ressources supplémentaires et de pouvoir avoir accès à des aides dont ils pourraient être exclus. Au demeurant, vous avez éludé un autre problème, c'est-à-dire qu'en faisant rentrer des Françaises et des Français dans l'éligibilité de certaines aides, ce qui représente une dépense supplémentaire pour les collectivités territoriales en charge de leur versement, vous ne nous avez pas indiqué de quelle manière vous pensez financer au-delà de l'habituel gage incantatoire. Aucun mécanisme sérieux n'est prévu pour assurer la compensation aux collectivités. Nous souhaitons connaître l'évaluation du nombre de Français concernés, l'évaluation du coût de cette mesure pour nos comptes publics. Aujourd'hui, nous sommes sur une abstention et nous attendons les débats pour pouvoir nous positionner au final sur ce texte. Merci. Nicolas Ray pour la droite républicaine. Oui, merci Monsieur le Président. Évidemment, notre groupe soutiendra cette proposition de loi de notre collègue Corentin Le Fur, tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans une valeur, une priorité portée par notre groupe, celle de la revalorisation du travail. Je voudrais d'abord rappeler que notre famille politique a été à l'origine de ce dispositif des heures supplémentaires défiscalisées qui a permis à des millions de Français d'améliorer leur pouvoir d'achat tout en améliorant aussi la compétitivité des entreprises, des ouvriers, des employés, des travailleurs du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration. Cependant, nous avions regretté que, à peine arrivé au pouvoir en 2012, François Hollande avait supprimé ce dispositif de manière idéologique. Fort heureusement, il avait été réintroduit à notre demande en 2019 et nous avions même augmenté le plafond l'année dernière à 7 500 €. Pour autant, le dispositif actuel comprend un angle mort que cette proposition de loi veut corriger, et c'est bien heureux, puisqu'en effet, les heures supplémentaires continuent d'être prises en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence. Or, nous savons que ce revenu fiscal de référence conditionne l'accès à de nombreux dispositifs, bourses scolaires, logement social, tarifs de cantine, pris dans une crèche. Or, on le sait aussi, cette situation est d'autant plus injuste pour les travailleurs les plus modestes qui ne bénéficient pas forcément de la défiscalisation des heures supplémentaires puisqu'ils sont sous le seuil d'imposition. Et pour autant, ils subissent effectivement l'intégration de ces heures supplémentaires dans le calcul du revenu fiscal de référence. C'est pourquoi donc, nous voterons bien sûr cette proposition de loi, tout simplement car nous considérons que travailler plus ne doit pas aboutir à perdre des avantages et perdre du pouvoir d'achat. Nous serons donc en faveur de cette proposition de loi bienvenue et de bon sens. Merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président. Donc voilà un texte de loi sur le revenu fiscal de référence, mais en réalité sur bien autre chose et certains risques liés à son augmentation excessive. C'est un sujet qui nous importe particulièrement, bien entendu, car il touche des domaines où des aides et des incitations financières à vocation sociale devraient continuer à bénéficier à ceux qui franchissent, entre guillemets, de bonne foi un seuil de RFR. Il est tout à fait logique que l'aide soit progressive et diminue avec l'augmentation des revenus. En revanche, il est beaucoup moins acceptable que certains seuils, peu clairs et mal définis, entraînent des conséquences trop drastiques. Alors, bien que ce point ne soit pas mentionné dans votre proposition de loi, je tiens à souligner qu'il y a un lien au RFR, fait pour un grand nombre d'aides. C'est le cas pour le chèque énergie ou pour ma prime rénov', des dispositifs qui nous tiennent particulièrement à cœur et que nous continuerons de défendre jusqu'au bout du PLF 2025 face aux coupes à répétition et sans crainte du gouvernement Bayrou.
L'harmonisation de ce paramètre du RFR, je vais y arriver, dans l'attribution des aides est donc essentielle. Donc, cependant, passons à l'essentiel de votre proposition. Vous proposez de sortir les revenus tirés des heures supplémentaires déjà fiscalisées du calcul du RFR. J'y suis arrivée. Il vous sera compréhensible que cet angle nous laisse particulièrement sceptiques. Et je vais prendre là un angle purement budgétaire, puisque d'autres, au bout de la table, et puis tout de suite, je pense, à ma gauche, se consacreront effectivement à la démonstration de notre opposition politique à cette proposition. Alors, un tel dispositif, en période de grandes interrogations sur la pérennité de nos finances publiques et sociales, je m'adresse au gouvernement Bayrou, nous pousse à être très prudents. Et donc, nous n'avons ainsi pas l'intention d'aggraver, sans plus de précision, et sans d'ailleurs aucune précision, un mécanisme déjà très controversé, les heures supplémentaires défiscalisées. Ces heures défiscalisées permettent principalement à trop d'employeurs de réduire leurs cotisations sociales. On sait ce qu'on en fait ensuite par rapport aux idées sur la question de la retraite, et d'éviter d'aménagement du temps de travail, tout en incitant leurs salariés à travailler davantage, et au détriment des finances des services publics. Alors, ce dispositif a un coût énorme pour l'État, 2,2 milliards d'euros en 2023, qui compense l'exonération des cotisations vieillesse. Et donc, en somme et enfin, il sera bien clair que le groupe écologiste et social ne pourra que s'opposer à votre proposition. Et puis, enfin, cesser d'invoquer sans cesse le bon sens pour défendre des textes pour lesquels tout nous distingue. Emmanuel Mandon pour les démocrates. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons donc un texte de nos collègues du groupe de la droite républicaine qui vise, ça a été bien dit, à encourager, valoriser le travail par une amélioration de la défiscalisation des heures supplémentaires, en excluant les revenus tirés de celle-ci du calcul du revenu fiscal de référence. D'emblée, je voudrais souligner que nous comprenons le premier objectif de cette mesure, puisque, en effet, le dispositif actuel ne permet pas de valoriser suffisamment l'effort. Ces heures supplémentaires qui sont certes défiscalisées, mais sont prises en compte par le revenu fiscal de référence. Il y a ici une forme d'effet pervers qui nécessiterait sans doute un correctif. Pour quelques heures supplémentaires défiscalisées, les effets de seuil induits par les plafonds de ressources peuvent aboutir à ce que le ménage ne soit plus éligible à une aide ou voit le montant du loyer de son logement social être alourdi par un surloyer. Toutefois, en l'état, nous émettons plusieurs réserves à l'égard du dispositif proposé et nous espérons que nos débats nous permettront de les lever. Dans la mesure où le RFR est utilisé dans la détermination de multiples obligations fiscales et avantages sociaux sans ciblage, le coût du dispositif pourrait s'avérer très lourd pour nos finances publiques. Ce qui, en ce début d'année 2025, dans la situation exceptionnelle et urgente que nous vivons, doit nous alerter. Par ailleurs, il convient de rappeler que le RFR a été conçu comme un indicateur financier permettant de mesurer le niveau de revenu réel à partir de la déclaration fiscale de revenus, afin d'attribuer avec équité divers avantages fiscaux ou sociaux soumis à conditions de ressources. Cette mesure donc pourrait mettre à mal l'objectivité du RFR. Je doute que ce matin nous ayons le temps et les moyens de corriger l'ensemble des difficultés. Enfin, si la défiscalisation des heures supplémentaires n'a été que partiellement rétablie à partir de 2019, il conviendrait de réaliser un travail d'expertise plus poussé. Si, selon l'OFCE, la mesure permet de baisser le coût du travail et d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, elle nous paraît mal adaptée à une situation conjoncturelle dégradée. Aussi, nous pensons qu'une telle mesure pourrait s'inscrire dans un débat plus large. Merci. Et je vous remercie. Merci, Emmanuel. Christophe Plassard. Non ? Ah, pardon. Je croyais que c'était Christophe Plassard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le groupe Horizon et Indépendants partage pleinement l'ambition de valoriser les Français qui s'engagent et travaillent davantage. Nous avons toujours défendu le mérite et l'effort, car ils sont au cœur de ce qui fait la force de notre pays. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2025, nous avons d'ailleurs proposé et soutenu des mesures ciblées avec des effets immédiats pour redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Ces mesures répondent à des besoins précis et urgents, tout en respectant l'impératif d'une gestion budgétaire responsable qui aujourd'hui nous oblige. Dans ce contexte, nous reconnaissons que l'intention de cette proposition de loi est louable. Néanmoins, en l'état, cette mesure pourrait représenter un coût de plusieurs milliards d'euros pour les finances publiques. Or, à ce jour, aucune évaluation précise de ses effets économiques et sociaux n'a été réalisée. Ce texte soulève donc des interrogations majeures quant à son coût, son impact réel et ses effets de bord.
De plus, le revenu fiscal de référence, qui est au cœur de notre système fiscal et social, joue un rôle fondamental. Il garantit l'équité dans l'accès aux dispositifs sociaux et fiscaux, qu'il s'agisse du plafonnement des impôts locaux, des aides au logement, encore de la modulation des prestations et des prestations. En conclusion, le groupe Horizon Indépendant reste résolument du côté de la France qui travaille. Nous avons la responsabilité de préserver nos équilibres budgétaires et de veiller à la cohérence de nos politiques publiques. Soutenir le mérite et l'effort, c'est aussi garantir un système fiscal et social solide, juste et durable. Dès lors, nous conditionnons notre vote à l'adoption d'amendements permettant d'encadrer la proposition et de réduire son impact sur nos finances publiques, tout en soutenant nos concitoyens qui travaillent le plus. Je vous remercie. Merci. Merci Paul Henriet. Michel Castellani pour l'IOT. Merci, Président. Pour le groupe LIOT, globalement, cette mesure apparaît positive puisqu'elle vient corriger une incohérence, puisque depuis 2019, l'exonération d'impôts sur les heures supplémentaires jusqu'à 7 500 € a renforcé la valorisation du mérite, je dirais, encouragé l'effort. Cependant, en maintenant ces heures dans le calcul du revenu fiscal de référence, ça a été dit, on a créé un effet pervers, puisque les foyers sont privés d'un certain nombre de dispositifs essentiels. Je pense à ma prime rénov, au livret d'épargne populaire ou encore des aides à la garde d'enfants. Donc il apparaît anormal que des revenus complémentaires ponctuels qui viennent du travail viennent priver ceux qui ont fourni les efforts d'un certain nombre de dispositifs de soutien et d'accompagnement qui, eux, s'inscrivent dans une logique qui est plus structurelle. Donc cette proposition de loi paraît comme un complément nécessaire. Et donc, globalement, le groupe LIOT soutiendra. Merci. Merci. Nicolas Sansu pour GDR. Merci, Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tout le monde s'accorde à dire qu'avec les bas salaires, la smicartisation de la France, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres. Et cette proposition de loi qui vise à soutenir celles et ceux qui auraient la chance de pouvoir faire 3 ou 4 heures supplémentaires, parce que je rappelle que, par exemple, les caissières à temps partiel, il n'en est pas question. Donc c'est quand même d'abord ça le sujet. Ensuite, on est dans un contexte aussi où il y a une société de la rente et de l'héritage et où la rémunération du capital a augmenté ces dernières années au détriment de la rémunération du travail. Et si on ne voit pas ce rééquilibrage, je ne vois pas comment on fait. Enfin, il y a un principe en France. Que nous avons fait le choix de socialiser un certain nombre de services, de risques, de revenus de remplacement, les retraites, la maladie, avec la sécurité sociale, mais aussi des services publics ou des biens et services dans nos collectivités. Donc, toute heure travaillée, et c'est un principe, doit être fiscalisée et socialisée. Donc, sur le seuil du RFR qui nous est présenté la entre les salariés, celles et ceux qui ont un revenu avec leur travail et celles et ceux qui obtiennent ce revenu en ayant travaillé un peu plus. Comment remédier donc au problème? D'abord, je souligne que les Républicains, la droite républicaine, est un peu schizophrène puisqu'elle demande des diminutions de dépenses publiques et là, elle nous fait une augmentation sans créer de nouvelles recettes. La question, c'est bien l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, du SMIC, du point d'indice des fonctionnaires, de l'échelle des salaires. Et après, il sera possible d'augmenter les plafonds des aides et des soutiens que vous mettez en exergue dans votre exposé des motifs. Nous nous opposerons donc à cette mesure, non pas parce que nous pensons que le travail est bien payé, il n'est pas bien payé dans notre pays, mais parce qu'aujourd'hui, la question, elle est bien de savoir si on s'attaque à celles et ceux qui se gavent et qu'on permet aux salariés de s'en sortir avec leur travail, tout simplement. Sauf erreur de ma part, il n'y a personne pour UDR? Non. Je vous laisse répondre, monsieur le rapporteur, et après on passera aux amendements. Merci à tous pour ces remarques intéressantes et qui montrent l'intérêt sur cette PPL. Évidemment, que ce soit Madame Levrault, chers collègues, Monsieur Sansu, Madame Pantel, je comprends vos objections. Cette PPL ne prétend pas répondre à toutes les questions qui concernent le travail en France. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil qui permet de redonner du pouvoir d'achat à des personnes qui travaillent un peu plus. Évidemment que moi aussi, je souhaite des salaires plus élevés. Mais attention également à ne pas pénaliser la compétitivité des entreprises. Je vois aussi beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons de PME, de patrons de TPE qui aimeraient payer un peu plus leurs salariés et qui ne le peuvent pas aussi parce que le coût du travail
et là, M. Lefebvre l'a dit, est très élevé en France. Donc c'est une réponse parmi d'autres réponses qui sont sans doute nécessaires. Mais là, en l'occurrence, cette proposition de loi se concentre sur la question des heures supplémentaires. Parce que quand même, je trouve profondément injuste que quelqu'un qui accepte de travailler un peu plus se voit privé du bénéfice de cette rémunération. Je prends un exemple que j'ai rencontré. C'est un cuisinier qui est veuf, qui vit qui a un fils à sa charge et qui souhaitait changer de voiture. Son RFR, il est de 17 200 €, et il a fait sur l'année concernée 1 020 € d'heures supplémentaires. Il a gagné pour 1 020 € d'heures supplémentaires. Donc un gain de pouvoir d'achat de 1 020 €. Et du fait de cette augmentation, là vraiment on est en plein dans les effets de seuil, il va perdre le bénéfice des aides, il perdait les bénéfices du aide à la conversion écologique et donc au bonus écologique. Donc il perdait, du simple fait de ces 1 020 € gagnés en plus sur l'année, 85 € par mois. Donc ça fait quasiment 1 000 € sur l'année. Donc en fait, tout s'équilibre. Ce qu'il a gagné en plus, ce qu'il gagne d'une main, il le perd de l'autre. Donc on a vraiment un sujet d'effet de seuil. Ça pose une question pratique. C'est évidemment le risque, c'est de décourager au travail, de décourager aux heures supplémentaires qui sont nécessaires dans notre pays, parce que souvent les chefs d'entreprise n'arrivent pas à trouver, pour beaucoup de métiers, n'arrivent pas à embaucher. Donc ces heures supplémentaires, elles sont nécessaires. On va décourager ces heures supplémentaires avec ce calcul du revenu fiscal de référence. Donc ça pose un problème pratique. Et ça pose aussi un problème éthique ou un problème de justice. Quelqu'un qui accepte de travailler un peu plus, donc de faire un peu plus d'efforts, vous l'avez dit, Monsieur le Président, parfois au détriment de sa vie de famille ou même, dans certains cas, à la pénibilité que ça peut représenter, c'est totalement injuste d'un point de vue éthique que cette personne, ce qu'elle gagne d'une main, elle le perd de l'autre. Donc c'est pour ça que cette mesure, on est en plein dans la revalorisation du travail, dans la défense de ceux qui travaillent. Alors évidemment, cette mesure, elle a un coût, là je réponds à Mathieu Lefebvre et au groupe EPR. Alors on a demandé à la chiffrer, on n'a pas eu d'éléments précis, donc il y a visiblement des différences, des difficultés de chiffrage, mais on serait entre 1 milliard et 1,5 milliard. Donc c'est pas un coût négligeable, je l'entends complètement. La question, c'est de dire quelle priorité on donne à la défense du travail et à la défense de ceux qui travaillent. La question du pouvoir d'achat, elle est centrale, et je sais que chacun d'entre vous, vos concitoyens, les habitants de vos circonscriptions vous le disent, que le travail ne rapporte pas assez ou ne paye pas assez. Donc c'est une réponse à ça. Et vous l'avez tous dit, on veut défendre ceux qui travaillent, on veut défendre la France qui travaille. C'est un exemple clé d'une mesure précise, concrète, pour le faire de manière explicite. Donc c'est la priorité financière qu'on donne aussi à ces questions-là, et qui nécessite, et là je l'entends, des économies ailleurs. Et ça on a travaillé ensemble sur des mesures d'économie pour compenser ce milliard ou ce 1,5 milliard. Et s'il faut travailler sur ce sujet, évidemment, je suis prêt à poursuivre ces réflexions. Néanmoins, et là encore, je vous ai entendu, pour réduire ce coût, parce que je mesure la difficulté de la dette, et Mme Arrigui l'a aussi soulevé, pour réduire ce coût, pour réduire ce milliard ou ce 1,5 milliard, je suis prêt à des aménagements, et notamment l'amendement de Mathieu Lefebvre et du groupe EPR, pour avoir un seuil au niveau du revenu fiscal de référence, pour que cette mesure se concentre en priorité, évidemment, sur les plus petits salaires. C'est évidemment pour ces personnes-là, pour ces petits salaires, pour ces gens qui souvent ne sont pas imposables, que la mesure est pensée avant tout. Donc j'ai entendu vos arguments, Monsieur Lefebvre, et c'est pour ça que je donnerai un avis favorable à vos deux amendements, parce que j'en conviens, il faut qu'on en limite le coût. Et donc c'est aussi une interrogation de Monsieur Henriet que je partage. En effet, nous aussi, on est très préoccupés par la question des finances publiques. On sait qu'on est en situation de pénurie ou de difficulté budgétaire. Et donc, ces deux amendements, l'adoption de ces deux amendements, permettent de réduire le coût de la mesure et permettent, je l'espère, d'avoir une adoption la plus large de cette mesure. Pardon, excusez-moi. Non, allez-y. Non, excusez-moi si je suis un peu long, je termine rapidement. Et autre question, Monsieur Lefebvre, sur la question
juridique que vous posez. On a interrogé la direction de la législation fiscale et qui lève tout doute. Il n'y a pas de risque juridique d'inconstitutionnalité de cette mesure. On l'avait en tête et évidemment on a été rassurés. Très rapidement, Monsieur Castellani et le groupe Lyot, merci beaucoup pour votre soutien qui me va droit au cœur. Merci évidemment au groupe, cher Nicolas, au groupe de la droite républicaine pour votre soutien. Et ensuite, je répondrai un peu plus. Merci aussi au groupe RN pour le soutien de cette mesure. J'espère qu'on arrivera à la faire adopter très largement. Encore une fois, c'est vraiment l'exemple même de notre volonté collective, j'espère, de un peu mieux récompenser le travail, ce qui ne nous exonère pas, évidemment, de réflexion sur d'autres sujets. Et le sujet, il est très large et il ne sera pas épuisé par cette PPL. Ok, merci. On va passer aux amendements de l'article 1. On commence par l'amendement défendu par Monsieur Sansu. Écoutez, je considère, Monsieur le Président, que mon intervention liminaire valait pour expliquer la suppression de cet article premier. Merci. Amendement identique, Madame Levrault. C'est moi, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous prétendez là défendre les pauvres alors que la réalité, c'est que dans votre proposition de loi, vous ne défendez que les patrons et le capital et les revenus des plus aisés. Oui, je vous le dis parce qu'effectivement, vous aviez la solution de proposer de partager la richesse produite par les mêmes salariés, plutôt que de décider de partager la richesse produite pour augmenter les salaires. Vous proposez ici de faire payer l'État. Vous nous expliquez que vous allez défendre les plus pauvres et les plus précaires. Or, la réalité, c'est que en termes de temps de travail, ce sont les cadres qui travaillent en moyenne 41,5 heures, alors que les salariés travaillent, eux, en moyenne seulement 35,9 heures. Ce sont donc bien les cadres que vous essayez d'avantager et non pas les plus précaires. Vous nous parlez de la compétitivité. Or, voyez-vous, les heures supplémentaires ont un effet direct, c'est le fait de faire baisser la productivité. Vous nous parlez du prix de l'effort, du prix du travail, de l'effort et du mérite, le fait que travailler ne rapporte pas assez. Voyez-vous, le prix du travail, il se calcule de manière horaire. Combien en une heure vous avez produit et donc combien vous êtes rémunéré. Ce que vous proposez ici, ce n'est pas d'augmenter le prix du travail, la rémunération du travail, c'est de faire en sorte que les gens travaillent mal payés, mais plus longtemps, qu'il y ait plus d'heures de travail sous-payées. Vous parlez des corps meurtris, vous décidez de faire travailler les gens plus longtemps, vous parlez du fait que pas suffisamment de gens travaillent, et vous refusez de partager le temps de travail, c'est-à-dire que vous continuez à augmenter le chômage. Et par-dessus ça, avec votre proposition, la réalité, c'est que vous rendez l'État aveugle, puisque vous transformez les heures supplémentaires en revenus non déclarés, et que donc l'État ne pourra plus avoir aucune analyse sur ce temps de travail et prendre aucune mesure. Cette réforme est absolument contre-productive. Évidemment, c'est un amendement de suppression. Nous voterons contre. Monsieur Le Fur, votre avis sur ces deux amendements? Oui, alors, évidemment, ce sera un avis défavorable, parce que je tiens profondément à cette proposition de loi. Et encore une fois, je le répète, cette proposition de loi, elle est justement pensée pour les salaires les plus modestes de gens qui ne sont pas imposables, donc qui ne sont pas concernés par la mesure que je soutiens par ailleurs, et que j'ai soutenu, de défiscalisation des heures supplémentaires. Donc c'est précisément une mesure pour les ouvriers de l'agroalimentaire. C'est le cœur des habitants de ma circonscription. C'est avant tout pour eux que cette proposition là est pensée. Et d'autant plus que j'en exclus par l'amendement dont je vais donner un avis favorable de M. Lefebvre, je vais en exclure les cadres en ayant un seuil de revenus. En tout cas je vais mettre un seuil pour qu'elles profitent avant tout aux plus petits salaires, aux salaires les plus bas. Donc je ne comprends pas cette analyse. C'est vraiment une mesure qui est faite pour les plus petits salaires et pour les gens les plus modestes. Par ailleurs, le risque est non nul que si on décourage les heures supplémentaires, on va, et là je l'ai aussi entendu très librement, hein, notamment dans le secteur du bâtiment, on risque d'inciter le travail non déclaré. Et encore une fois, ce n'est pas parce que les heures supplémentaires sont exclues du revenu fiscal de référence qu'elles ne sont pas enregistrées et déclarées. C'est juste qu'elles n'impacteront pas le revenu fiscal de référence, donc elles n'augmenteront pas mécaniquement le coût de beaucoup de prestations sociales, ou elles ne diminueront pas les aides dont peuvent prétendre ces personnes qui font des heures supplémentaires. Donc c'est vraiment une mesure de justice fiscale, je sais que vous êtes sensible à cette question, à destination des plus modestes, pour mieux récompenser le travail et pour inciter le travail. Et là, pour le coup, j'assume cette différence idéologique. Je pense que je suis très
comment dirais-je, je crois profondément au travail comme moyen d'ascension sociale, comme moyen aussi de sociabilité, d'épanouissement, et aussi pour promouvoir la croissance, la production. Le travail, pour moi, est profondément vertueux. On a intérêt à avoir une société qui travaille. Alors, ça nécessite évidemment d'améliorer les conditions de travail, de mieux le rémunérer, je l'entends, mais je crois profondément à l'intérêt du travail comme vertu aussi économique. Et encore une fois, ces heures supplémentaires, elles sont fondamentales, à la fois en pouvoir d'achat pour ces personnes-là. Vraiment, interroger les habitants les plus modestes chez vous, c'est grâce aux heures sup, souvent, qu'ils arrivent à partir en vacances l'été. Et à condition qu'elles ne soient pas perdants par ailleurs. Donc c'est un avis fortement défavorable pour ces amendements de suppression. Moi, je vais faire un pour, juste sur un élément qui n'a pas été dit, mais auquel je pensais en vous écoutant Corentin Le Fur, c'est-à-dire sur l'idée que finalement ça irait ça avantagerait ceux qui ont y recours parce qu'ils ont besoin effectivement de pouvoir se payer. Vous avez raison, ça devient de plus en plus dur avec les salaires actuels, du travail, etc. Mais votre loi, elle a aussi un autre défaut, c'est qu'en réalité, elle fait exploser le cadre hebdomadaire légal du travail. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous rendez toujours plus intéressant des heures supplémentaires, à la fois à travers les cotisations pour l'entreprise, mais aussi à travers la fiscalité, il est bien évident que ça va être un recours qui va avoir lieu de toujours plus. Et qu'à partir de là, puisque ces heures sont des heures fantômes, bon, donc cette loi a aussi le double désavantage de faire exploser, de favoriser à tel point les heures supplémentaires que vous faites exploser la durée hebdomadaire légale du travail. Donc je pense que c'est un double défaut, évidemment, qui est extrêmement grave. Allez-y. Monsieur Cazenave. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire qu'à titre personnel, je voterai l'amendement de Monsieur Sansu, mais je veux dire au rapporteur que je partage sa préoccupation sur la question du travail, la place du travail dans la société, et qu'il faut que le travail paye plus, mais pour cela, il faut des réformes structurelles dans notre pays. Et un certain nombre de réformes qu'on a déjà évoquées, notamment revoir les allègements de charges avec le rapport Baudio-Wasmer, reparler de la question du travail des seniors, de la réforme des retraites. J'ai quand même de grandes réserves sur cette proposition de loi pour au moins 3 raisons. D'abord, vous créez une forme de niche au sein du revenu fiscal de référence. Et ici, souvent, on entend les uns et les autres de tous bords se plaindre du nombre de niches fiscales. D'autre part, je ne suis pas persuadé qu'en allant exonérer à l'intérieur du revenu fiscal de référence, vous changez les comportements. Et enfin, surtout, pardonnez-moi de le dire, mais une mesure à plus d'1 milliard d'euros, on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas, du matin au soir, dire qu'on a un problème de finances publiques et voter une proposition de loi qui coûterait plus d'1 milliard d'euros. Et d'ailleurs, je veux saluer les amendements de notre collègue Lefebvre qui visent à réduire l'impact de cette proposition de loi. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur cette proposition de loi et je soutiendrai l'amendement de M. Sansu. Merci. Alors, attendez, je vais prendre, comme ça sera le dernier point sur lequel je vais prendre la possibilité d'une intervention par groupe et on a très peu d'amendements. Par groupe, ah oui. C'est l'avis inverse de M. Cazenave, c'est ça? Ah bah non. Bah non, je dis un par groupe. Ça aurait été... J'ai compris qu'il y avait éventuellement des avis différents. Là, je veux bien en donner, mais si c'est le même, non. Même si, en l'occurrence, il me va très bien, hein, mais Monsieur Mauvieux. Il a dit. Ah oui. Non, ils sont identiques. Non, Monsieur Mauvieux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Quand tu seras dans l'opposition et que tu présideras un jour, je te ressortirai ça quand tu vas, pour essayer de tenir l'ordre du jour. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Non, pour répondre à quelques éléments qui ont été donnés, bon, d'abord, au Rassemblement national, on a toujours été pour la valeur travail, la défense de la valeur travail et la défense du travail en tant que valeur. Parce qu'on parle de la valeur travail, mais le travail est aussi une valeur qu'il faut inculquer aux gens et le travail permet de s'émanciper, même si ici certains en doutent. Je reviendrai sur plusieurs éléments. D'abord sur mon collègue de la France Insoumise qui nous sort les chiffres du nombre d'heures supplémentaires réalisées par les cadres et par les salariés. C'est pas faux, effectivement, mais pourquoi? Parce que les salariés, s'ils font trop d'heures supplémentaires, au final, sont perdants.
par l'impôt, par la taxe et par la perte des aides qui leur sont données pour compléter des salaires qui sont trop bas. Et ça vient de la Macronie, hein, on va dire les choses clairement, qui aime gouverner à coups de primes, et ces primes dont les classes moyennes ne font pas partie, parce que quand vous êtes dans les classes moyennes, vous dépassez les seuils que la Macronie met en place pour donner les chèques énergie, les chèques ceci, les chèques cela. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que le travail paye, y compris les heures supplémentaires et surtout les heures supplémentaires. Et d'ailleurs, je comprends que la Macronie ait envie de prendre la parole autant que possible pour essayer de cacher leur matraquage des classes moyennes en voulant rejeter cette proposition de loi. Les personnes qui vont bénéficier majoritairement de cette proposition de loi, ce sont les salariés et les classes moyennes qui ont besoin d'heures supplémentaires, qui ont envie de travailler, parce que j'entends ici que certains considèrent que le travail, c'est la peine de mort. Mais non, le travail, il y en a qui ont envie d'y venir. Et enfin, chers collègues LR, n'ayez pas peur de défendre votre proposition de loi. On a l'impression que vous avez presque honte de défendre cette proposition, mais soyez fiers de défendre le travail, soyez fiers de vouloir que le travail rémunère, et soyez fiers que ceux qui ont envie de travailler puissent le faire en étant correctement payés et sans être taxés, surtaxés, retaxés dans tous les sens pour chaque heure de travail réalisée. On a un problème en France, on ne travaille effectivement peut-être pas suffisamment, mais aussi peut-être parce que ça ne paye pas suffisamment. Donc au Rassemblement national, on a toujours défendu, et on ne s'en cachera pas, on ne se cachera pas derrière notre petit doigt, on défend les personnes qui veulent travailler, on veut faire en sorte qu'elles soient payées à juste valeur, et on encourage effectivement les heures supplémentaires. Je l'ai fait quand j'étais étudiant, j'en suis pas mort et j'en ai bien profité. Merci Monsieur Meuvieux. Fabrice Brun. Oui, merci Monsieur le Président. Nous nous opposerons bien évidemment à ces amendements de suppression. Je crois que le meilleur argumentaire pour défendre les heures supplémentaires, c'est de regarder ce qu'il s'est passé en 2012 lorsque François Hollande a supprimé le dispositif d'exonération. Du jour au lendemain, des centaines de milliers de salariés avaient vu leur fiche de paye amputée de 100 ou 150 euros par mois. Ça fait quand même, Corentin Le Fur l'a souligné, des montants de 1000 à 1500 euros par an. Et ce sont des travailleurs les plus modestes qui sont volontaires, il faut le rappeler, ce n'est pas l'obligation, qui sont volontaires pour travailler, pour gagner davantage. Ce sont des salariés du BTP, ce sont des salariés de l'agriculture, ce sont des salariés de l'agroalimentaire. Mais on souhaite le redire avec force ici, faire des heures supplémentaires, travailler davantage ne doit pas vous faire perdre des droits, comme accéder à ma prime rénov', comme accéder au livret d'épargne populaire, aux bourses étudiantes pour les enfants, ou augmenter les frais de garde dans la crèche pour les enfants, puisque là aussi, le revenu fiscal de référence rentre en considération. Donc cette proposition de loi va dans le bon sens, elle valorise le travail, elle fait en sorte que le travail paye davantage, et puis surtout, je crois qu'elle a symbole de valeur, parce qu'elle augmente le différentiel entre les revenus du travail et de la solidarité, et je crois que c'est un enjeu majeur pour notre société. Merci. Nicolas Sansu. Merci, Président. Évidemment que c'est un débat idéologique entre nous. La question, c'est comment on rémunère le travail et à un moment, quel est le partage de la richesse. J'ai une entreprise qui fabrique des pneumatiques au sein de ma circonscription, vous la reconnaîtrez facilement, et le PDG de cette entreprise m'expliquait que le coût du travail était trop élevé. Et il m'expliquait en même temps que sur un pneu qui vaut 100 euros, il y en a 15 euros qui viennent du travail, le reste vient d'autres frais, que ce soit des intrants, que ce soit des frais financiers, que ce soit des frais bancaires, que ce soit le coût du capital. Et la question à un moment, c'est comment on permet à nos salariés d'avoir un revenu décent, un revenu augmenté, sans justement mettre en péril nos services publics et notre modèle social. Et moi, je suis persuadé, parce que quand j'entends M. Brun, que toute heure doit être fiscalisée, socialisée, et qu'elle doit faire l'objet d'une égalité de traitement sur toutes les prestations qui sont versées. Parce que si on commence comme ça, eh ben pourquoi on ne défiscaliserait pas toutes les heures à partir de la 30e, et pourquoi pas à partir de la 25e? Et puis enfin, je vais poser une dernière question à notre rapporteur. Il y a le cas, par exemple, des aides à domicile qui sont dans les associations qui ont un contrat de 27 heures. Très souvent, elles montent à 35. Est-ce que les heures complémentaires sont prévues ou non dans ce cadre-là? Madame Lévrault. Oui, merci Monsieur le Président.
Oui, vous dites que cette réforme va profiter aux ouvriers de l'agroalimentaire, mais ils travaillent déjà 2 ans de plus suite à la réforme des retraites, et maintenant vous voulez augmenter leur temps de travail hebdomadaire. Pourtant, vous reconnaissez vous-même qu'ils sont déjà cassés par le travail très jeune, avec un travail dur, et pourtant vous voulez augmenter leur temps de travail. Alors je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter, et vous dites que les entreprises ont du mal à recruter. Pourtant, moi je vois une étude, entre les premiers trimestres 2022 et 2023, les profits bruts de l'industrie agroalimentaire ont plus que doublé, passant de 3,1 milliards d'euros à 7 milliards d'euros. Je pense vraiment que l'augmentation des salaires pourrait être une solution et ne pas faire travailler les ouvriers de l'agroalimentaire de façon plus importante. Quant aux AESH, je vous en avais parlé au début, elles ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires, donc ça ne les concerne absolument pas. Je vous remercie. Merci. Est-ce que dans les groupes qui n'ont pas pris la parole, certains veulent le prendre? Christine Arrigui. Oui, en fait, Vous n'êtes plus dans le groupe? Qu'est-ce qui se passe? Comment? C'est bien tenté, c'est bien tenté. Il se passe Christine quoi, Arrigui. Non, mais j'aimerais bien participer à l'hilarité. J'aimerais bien participer à l'hilarité collective. Oh, c'est avec le groupe au centre, là, avec... Ah, sur la non-mixité, d'accord. Ah, donc c'est en fait l'idée de lui faire un cadeau, donc. Christine Arrigui. Bon. Oui, en fait, par une proposition de loi, comme je dirais, occupationnelle, en réalité, on est en train de parler du pouvoir d'achat des Français. Et le pouvoir d'achat des Français, mais il y a plein d'autres façons que votre proposition de loi. Le pouvoir d'achat des Français, c'est l'augmentation du SMIC. Le pouvoir d'achat des Français, c'est l'investissement évidemment massif dans les transports, c'est l'investissement massif dans les dispositifs de MaPrimeRénov'. Ce sont des investissements massifs dans tout un tas d'autres dispositifs que celui, évidemment, que vous nous proposez dans cette proposition de loi. Voilà, bon, enfin, franchement, là, je crois que... On est dans une commission où maintenant on s'occupe. On se quoi? Ah d'accord. Monsieur Contin. Ah, allez-y. Merci beaucoup. Alors, déjà, comme je précise les choses, ces heures supplémentaires, elles se font sur la base du volontariat. Les personnes sollicitent des heures supplémentaires. Et évidemment, c'est fondamental. Et donc, justement, parce que des personnes qui acceptent de travailler un peu plus, moi, je trouve ça totalement cohérent qu'elles gagnent un peu plus. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Là, quelque part, la gauche, je comprends votre cohérence idéologique, elle est respectable, je la ne partage pas, mais elle s'entend et vous êtes parfaitement cohérent. J'ai beaucoup plus de mal à comprendre monsieur Cazenave, d'autant que la question du coût, je l'entends. Et c'est pour ça que j'ai accepté des amendements qui peuvent permettre d'en réduire la voilure. Que vous puissiez vous opposer à cette PPL, pourquoi pas, mais voter avec la LFI et les communistes une proposition de loi qui veut mieux rémunérer le travail, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'entendre, et ça me sidère un peu. D'autant qu'en effet, je salue le travail qu'on a pu faire avec Mathieu Lefebvre pour encadrer la portée de cette proposition de loi. C'est vraiment une mesure de pouvoir d'achat à destination de la France qui travaille, à destination des plus modestes. Et qui peut en plus générer des recettes fiscales, qui peut avoir un peu moins de travail dissimulé. Sur le coup, en plus, monsieur Cazenave, je partage votre impératif en tout cas votre inquiétude sur les finances publiques, et on peut travailler ensemble à des mesures pour réduire le coût des agences, des opérateurs de l'État, ou des mesures sur lesquelles on peut s'entendre. Vraiment, c'est important qu'on fasse ce travail. Mais à mon avis, et même ce que je souhaitais dans le budget, c'est important qu'on ait un geste financier à destination des plus modestes, à destination de la France qui travaille. J'ai soutenu à l'époque la mesure, je crois que c'était le ministre Darmanin qui avait remis en place l'exonération fiscale des heures supplémentaires. On s'est retrouvé sur cette mesure, mais c'est une réalité. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas imposables, donc ne profitent absolument pas de cette mesure, d'où cette PPL correctrice et qui vient en complément. Et évidemment, je n'épuise pas tout le sujet et que la question du travail, elle est beaucoup plus vaste, mais c'est une mesure parmi d'autres pour un peu mieux rémunérer le travail.
Sur les AESH, Madame Levrault, j'en conviens, cette PPL n'aura pas d'incidence. C'est pour ça qu'on travaille avec des parlementaires là, de tous les bords sur une mesure pour mieux rémunérer les AESH, leur permettre un salaire décent, et également pour faire de l'inclusion scolaire une priorité et de l'accompagner financièrement. Et je sais que vous partagez ce combat et avec beaucoup d'autres députés, vous êtes à la manœuvre. Sur les aides à domicile, monsieur le député Sansu, évidemment, je suis bien informé des difficultés des aides à domicile. Également sur la comptabilisation de leur travail horaire. Et en effet, tout le travail invisible qui n'est pas rémunéré, mais qui fait partie de leur activité. Et là, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels je travaille avec des parlementaires de tous les bords. Donc, évidemment que la question de beaucoup de catégories, beaucoup de travailleurs, beaucoup de salariés, elle n'est pas forcément... cette PPL n'y répond pas, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on ait d'autres PPL qui puissent être votées. Et monsieur le député Mauvieux, je ne comprends pas tellement votre remarque. On est très très fiers, nous, la droite républicaine, de cette proposition de loi. On est tellement fiers qu'on l'a mise dans notre niche. On en a fait une priorité. C'est la seule proposition de loi de la Commission des finances sur cette niche qui a été déposée, et elle concerne la France qui travaille. Et donc on en est extrêmement fiers, et les interventions de monsieur Brun, monsieur Ray en attestent. C'est une mesure qui nous tient extrêmement à cœur, parce que un geste pour la France qui travaille, ça nous semble fondamental. On a tous eu des mesures, en tout cas des propos, beaucoup en tout cas, ont eu des propos à destination de la France qui travaille. Il faut désormais les traduire en actes en votant cette PPL. Donc évidemment, je suis très opposé à ces amendements de suppression. Je peux comprendre qu'on ait des interrogations sur cette PPL, sur son coût. Je peux comprendre qu'on puisse y travailler. Mais un amendement de suppression qui les balaye d'un revers de main me semble irrespectueux de toutes les personnes qui sont concernées par cette mesure, qui ne comprennent pas que parce qu'elles travaillent, elles n'ont droit à rien, ou elles payent toujours un peu plus. Ok, merci. Bon, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour les amendements de suppression? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'amendement 5 et Éric Woerth, je vous inscris en priorité si vous voulez intervenir. Et je vous souhaite bon anniversaire. Ce que je viens de dire. Amendement numéro 5, Madame Arrigui. Oui, alors cet amendement demande un rapport transversal pour évaluer les conséquences économiques et budgétaires des exonérations liées aux heures supplémentaires. Donc les dispositifs actuels, bien qu'attractifs à court terme, posent plusieurs questions. Premièrement, leur coût budgétaire, estimé à 2,2 milliards d'euros en 2024, repose sur une compensation publique qui fragilise nos systèmes de solidarité, en particulier les retraites. Deuxièmement, comme l'a relevé la Cour des comptes en mai 2024, ces mesures s'éloignent de leur cible initiale et favorisent une concurrence accrue sur le marché du travail entre salariés en poste et demandeurs d'emploi. Et donc, l'amendement vise donc à éclairer le Parlement en étudiant les effets de ces exonérations, notamment leur impact sur les politiques de rémunération, le dialogue social dans les entreprises et les éventuelles alternatives protectrices pour les salariés concernés. Une telle démarche permettrait de garantir que ce dispositif soit équitable, efficace et financièrement soutenable, tout en évitant de décider dans l'urgence. Et donc, il permet une approche responsable et fondée sur des données probantes, dans l'intérêt des finances publiques, à laquelle vous êtes très sensible, j'imagine, Monsieur Le Fur, et des travailleurs. Votre avis, monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame Arrigui, vous avez raison, je suis sensible à la question des Excusez-moi. Vous avez raison Madame Arrigui, je suis très sensible à la question des finances publiques, qui est centrale. Et sur la question d'un rapport, pourquoi pas, j'y suis pas spécialement opposé. En revanche, c'est sur ces modalités que je ne comprends pas, enfin en tout cas qui me semblent, à mon avis, pas propices. Vous parlez d'un rapport dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la présente loi. Il vaudrait mieux à compter de son entrée en vigueur, parce qu'on sait que ensuite les décrets peuvent mettre un peu de temps à sortir, donc ça me paraîtrait plus propice. Et 3 mois, ça me semble trop court, ne serait-ce que pour avoir les données comptables,
pour en appréhender l'intérêt ou non. Donc, je vous demanderais plutôt de le retirer, auquel cas, sinon je donnerai un avis défavorable, mais sous réserve qu'il soit réécrit, j'y serai favorable, je peux y être favorable en séance. Éric Woerth. Merci, Monsieur le Président. Non, juste un mot. Moi, malgré tout le respect que j'ai pour Corentin Le Fur, voilà, que j'essaie de rencontrer, de voir, je suis très opposé à cette proposition parce que je trouve qu'on mélange tout. D'abord, on crée une très grande complexité. On rajoute de la complexité. La vérité, c'est qu'il fallait exonérer, ça a été fait. Il y a une histoire de l'exonération. On est d'ailleurs à l'origine de cette exonération sur les heures supplémentaires. Mais il y a une exonération sur le revenu direct. Après, les conséquences indirectes, on pénètre dans le maquis social français, où il y a une aide à peu près à tout, et qu'il y a évidemment des conditions de ressources à peu près à tout, parce qu'il en fallait. Et donc on commence à mélanger des aides directes, qui est je ne paye pas d'impôt sur le revenu, sur les revenus supplémentaires liés aux heures supplémentaires, à, au fond, j'annule ce revenu supplémentaire dans la prise en compte d'un certain nombre de droits. Non, je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. On est en train de tout complexifier et la question pourrait être posée, est-ce que je ne dois pas diminuer plutôt le nombre de droits sociaux à un moment donné plutôt que d'exonérer un certain nombre? Enfin, on ne comprend plus rien. Je pense que c'est une profonde erreur et vous rajoutez de la complexité à la complexité et à la surcomplexité. Moi, je préférerais, à la limite, qu'on fasse un truc très simple plutôt que d'essayer de faire ça. Alors, s'il y a vraiment une capacité à, je ne le crois pas dans ce budget, à augmenter la dépense fiscale, continuons à baisser les impôts de production. Enfin, donnons plutôt du tonus aux entreprises en ce moment, qui en ont bien besoin, plutôt que de créer un système kafkaïen qui résulte de cette proposition. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous dites que vous pourriez éventuellement donner un avis favorable en séance à cet amendement, qui est un amendement de réécriture de l'article. Donc s'il est adopté, votre article initial n'existe plus. Donc bien évidemment, nous voterons contre cet amendement de réécriture, parce que comme l'avait expliqué mon collègue Kevin Mauvieux, nous soutenons toute mesure qui favorise le travail, et donc nous votons contre cet amendement. Madame Lévrault. Oui, nous venons en soutien de cet amendement du groupe écologiste. Il nous semble en effet important qu'avant l'élargissement du soutien aux heures supplémentaires, l'ensemble de la représentation nationale, mais aussi le débat public, soit informé du coût réel des heures supplémentaires. En effet, la défiscalisation et l'exonération de cotisations dont bénéficient les heures supplémentaires constituent à la fois un financement déguisé aux entreprises, mais aussi et surtout une perte de recettes colossale pour les finances publiques et la sécurité sociale. Par ailleurs, les heures supplémentaires de plus en plus nombreuses et normalisées sont un frein à la lutte contre le chômage en revenant insidieusement sur le passage aux 35 heures hebdomadaires. Il convient donc qu'un rapport nous soit remis à ce sujet, nous permettant de connaître le coût réel pour l'ensemble de la société de la généralisation des heures supplémentaires. Nous soutiendrons donc cet amendement. Ok, bon, monsieur le rapporteur. Ah pardon, je n'avais pas vu Fabrice. Oui, merci Monsieur le Président. Nous voterons contre cet amendement parce que nous ne souhaitons pas dénaturer cette excellente proposition de loi. Mais j'entends parler beaucoup de coûts de la mesure et je n'entends jamais parler des recettes fiscales attendues. Quand on regarde le déficit de l'année 2024, il est avant tout lié au ralentissement de l'activité économique dans notre pays et à la perte de recettes fiscales attendues. Donc favoriser les heures supplémentaires, c'est favoriser le travail, la productivité, l'activité économique, et il y a donc des bénéfices attendus sur les recettes fiscales, dont les rentrées de TVA. Donc quand on aborde une mesure de cette nature, parlons du coût, mais parlons aussi des recettes fiscales attendues liées à l'amélioration de l'activité. Monsieur Le Fur, et après on vote. Merci. Ce qui peut mieux informer le Parlement et avoir le plus d'éléments, je ne suis pas opposé par principe. Là, en l'occurrence, les modalités me semblent pas propices. Donc, vraiment, j'ai un avis défavorable, sinon une demande de retrait. Très rapidement, Monsieur Woerth, à qui je souhaite également un bon anniversaire. C'est pas antinomique. C'est pas parce qu'on est aussi, comme vous, favorable à une baisse des impôts de production qu'on n'aurait pas une mesure à destination de la France qui travaille. L'administration fiscale, elle sait faire. Le système français, il est évidemment très complexe, vous avez raison. Ce n'est pas cette mesure qui va y changer grand-chose. Au contraire, c'est une mesure, à mon avis, d'efficacité, parce qu'elle va inciter davantage à faire des heures supplémentaires, donc elle va augmenter
le volume de travail produit. Elle va aussi être intéressante pour les entreprises. Ça, je l'assume aussi de dire que c'est bien qu'elles aient intérêt à proposer des heures supplémentaires et que les personnes en face acceptent. Donc qu'ils aient... Et encore une fois, c'est profondément injuste que des personnes qui ne sont pas concernées par l'impôt sur le revenu, mais qui voient vraiment toutes leurs aides rognées, au contraire, toutes leurs dépenses augmenter, sous prétexte qu'ils acceptent de faire ces heures supplémentaires. C'est d'un point de vue vraiment, encore une fois, éthique, moi je trouve ça profondément choquant. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'amendement 3, Mathieu Lefèvre. Merci, Monsieur le Président. Si vous me le permettez, je défendrai les deux suivants en même temps. Il s'agit d'amendements qui visent à rendre cette proposition de loi compatible avec l'état de nos finances publiques. D'abord, en décalant son entrée en vigueur à 2026 pour la faire porter sur les revenus de 2025. Et deuxièmement, à plafonner son application à un niveau de revenu fiscal de référence, là encore dans la perspective d'en réduire le coût. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur Lefèvre. En effet, je l'ai dit, je donnerai un avis favorable à ces amendements qui me semblent frappés du sceau du bon sens, qui semblent aussi nécessaires pour, j'en conviens, limiter le coût de cette mesure. Comme vous, je suis très préoccupé par l'état de nos finances publiques. Comme vous, je pense qu'il faut qu'on puisse réduire la portée financière pour les finances publiques de cette mesure. Et sous ces conditions-là, elle me semble indispensable d'être votée. Et donc, c'est pas incompatible. Donc, deux excellents amendements pour lesquels je donne un avis favorable. Et juste permettez-moi de répondre sur la question du nombre d'heures supplémentaires entre les cadres et les ouvriers. J'ai trouvé le chiffre pour l'année 2023. Le nombre moyen d'heures supplémentaires par salarié et par an, sur l'année 2023, il est de 172 heures pour un cadre et il est de 192 heures pour un ouvrier. Donc vraiment, en moyenne, les ouvriers font plus d'heures supplémentaires que les cadres et surtout, ce complément de revenu, il est majeur pour eux. Moi, juste une petite réflexion qui ne vaut pas avis négatif. Mais Mathieu Lefèvre, je vous alerte sur la contradiction de l'amendement 3 avec... à la fin, un vote qui pourrait s'avérer positif de votre part. Parce que j'ai cru comprendre que la question des finances publiques ne va pas seulement se poser, d'après ce que j'entends du gouvernement pour 2025, mais pour les années suivantes, de façon à atteindre la cible de moins de 3% de déficit en 2027. Donc si vous pensez que ça ne doit pas s'appliquer cette année pour les mêmes raisons que votre voisin qui est parti le pointer tout à l'heure, c'est Thomas Cazenave, sur le coût de cette mesure, je ne suis pas certain que ça ne vaille pas pour les années suivantes, ne serait-ce que pour écouter le gouvernement. Merci. Je voudrais répondre sur l'amendement numéro 4, mais je vois qu'il est... Parce qu'en fait, cet amendement donne tout pouvoir au gouvernement pour décider en fait, de ce que donne cette loi. Donc on voit très bien que si, par exemple, demain, M. Cazenave redevient ministre du Budget, il décidera par décret que votre loi n'est pas efficace et il pourra mettre le seuil qu'il souhaite. Et je pense que c'est vraiment, comme l'avait expliqué M. Mauvieux, c'est céder sur un plan de votre soi-disant aide aux travailleurs. Et nous défendons toujours le travail et donc nous voterons contre cet amendement qui donne les clés au gouvernement. Oui, très rapidement. Moi, je crois à la co-construction, je crois au travail en commun. Je crois qu'on est capable aussi d'œuvrer de manière utile ensemble. Et ça nécessite de ne pas camper sur ses positions, d'accepter aussi des gestes les uns vers les autres pour rendre cette mesure plus acceptable pour les finances publiques. Et si ça permet son adoption, évidemment qu'on y sera tous gagnants. On est très, très attachés à cette mesure. La preuve, on la propose, on la défend
on la dépose dans notre niche. Donc on y est très favorable, on sera évidemment très vigilant sur ce décret, mais moi je crois qu'on peut faire confiance aussi sur l'encadrement de cette mesure pour qu'elle profite à ceux pour lesquels elle est pensée, c'est-à-dire les petits salaires, les plus petits salaires. Donc cette mesure, elle est nécessaire. Cet amendement, moi je l'entends parfaitement et je donne un avis favorable, je le répète. Passe au vote qui est pour. Là, on commence par le 3. Qui est contre? Adopté. On passe au 4 qui est pour. Qui est contre? Adopté. On passe au vote de l'article 1er ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Article 2, il n'y a pas d'amendement. Qui est pour? C'est le gage, oui. Qui est contre? Adopté. On passe au vote de la proposition de loi dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, pour certains d'entre vous, on se retrouve à la CMP demain. Je vous le rappelle. Et pour les autres, je sais plus quel... Pour la CMP, ça va prendre la journée. Ouais, je pense. Attends, juste, excuse-moi. Et pour les autres...